Langue des signes. Silence. Handicap. Sourd-muet. Isolement. Appareillage. Oralisation. Bilinguisme. Sourd. Ben oui, quand même. Qui utilise malentendant? Alors, est-ce qu'on parle quand vous parlez des malentendants, est-ce que dans votre esprit, vous entendez quelqu'un qui entend mal, c'est-à-dire qui entend qu'à moitié, par exemple un peu comme moi, qui en vieillissant entend moins bien, ou est-ce que vous pensez à peut-être quelqu'un qui est sourd, mais dont j'ose pas dire qu'il est sourd, et dont je vais dire, de façon politiquement correcte, un euphémisme malentendant? Réfléchissez 30 secondes. Être mal quelque chose comme identité. Est-ce que vous êtes mal homme? Et moi, je serais, est-ce que je serais mal femme en quelque sorte, ou mal blonde, ou mal brune, etc. Imaginez que vous passiez une vie à être définie parce que vous avez une idée que la majorité a de vous dans le mal quelque chose. Sandrine. Sandrine, attention, il y a une surprise. T'es prêt? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandrine. Joyeux anniversaire. Ouais! Regarde, attends, elle regarde. Ah, vas-y. 1, 2, 3. Ouais, génial, bravo.
Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, elle aime bien quand je fais les grenouilles. C'est vrai. Et cette petite Sandrine, elle mange bien? Oui, oui. Et depuis quand vous avez des doutes? Enfin, c'est venu doucement en fait, quelques petits signes. Et puis. Maintenant, on pense qu'à ça. Bon, on va faire quelques tests très simples. Eh ben, vous voyez, tout est normal. Bon, pour toute sécurité, on va faire des tests un peu plus approfondis, d'accord? Bonjour. On vient faire le test auditif, mais vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. On va mettre. Celle-ci, ils n'aiment pas généralement. Sur le front, ça gêne. C'est à gauche. Voilà ma puce. Attends, tu bouges pas. Oh non, 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 non. Oh, non, non. Bon, des fois, quand on colle, il rouspète un petit peu, mais après, on va attendre qu'elle se calme. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, en regardant sur l'écran, on voit le test a commencé au niveau de l'oreille gauche. Hein. Ça va augmenter tout doucement. Hein. Et à la fin, l'appareil me dit c'est OK, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a des antécédents de surdité dans la famille? Mon mari. Les apports des appareils. Ok. Je les ai pas aujourd'hui, je les apports des appareils. Okay, bah vous voyez, c'est important de faire OK. Ça, je le précise hein, sur le carton. Ça avance, hein, vous voyez, quand on regarde. Ça se fait depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est un test qui est très fiable, mais bon. Mais c'est bien, hein. Bah oui, surtout quand il y a des antécédents. Oui, c'est si. Donc nous, on fait un premier test. Bon, si c'est bon, c'est marqué dans son carnet de santé, c'est tout. Si on a du mal à le faire, on en refait un deuxième. Et après, bon, on les embête pas plus longtemps. Après, s'il y a un souci, on prend un rendez-vous avec le centre de dépistage, hein, où les parents sont pris en charge très vite. S'il y avait un souci. Mais très souvent, il n'y a pas grand-chose. Je pense que la manière dont le dépistage a été organisé actuellement conduit effectivement dans cette logique-là à penser que la surdité est une maladie qui se soigne et qui se guérit. D'ailleurs, ce dépistage se fait au même moment que en maternité, qu'au moment où on dépiste des maladies pour lesquelles un traitement très rapide est important pour l'enfant, par exemple la phénylcétonurie. On sait que c'est une maladie très grave, mais que cette maladie est dépistée dès la naissance, on adapte le traitement de l'enfant et l'enfant va se développer normalement, alors que si on ne le dépiste pas précocement, il va devenir très très lourdement handicapé. Donc il y a un intérêt vital à dépister la phénylcétonurie, par exemple, dès le jour 2 ou 3 de vie. La surdité, c'est d'un autre ordre. Et donc, il n'y a pas d'urgence à la dépister comme ça. Après le dépistage, il y a la confirmation diagnostique de la surdité qui se fait par des tests ORL.
Et puis il y a l'annonce du diagnostic de surdité sur... Bon. Alors moi, ce n'est pas mon métier d'annoncer la surdité, mais je sais par ce qui m'est raconté, par toute une série de personnes qui témoignent de cela, que ce qui est dit à ce moment-là, ce n'est jamais votre enfant est sourd. C'est votre enfant a un problème auditif et on va pouvoir l'aider parce que maintenant la médecine a fait de grands progrès et avec l'implant on va l'aider. Et les parents qui sont dans un premier temps extrêmement confiants par rapport aux professionnels médicaux sont très réceptifs par rapport à ce discours-là, qui est le discours qu'ils souhaitent entendre puisqu'ils ont un enfant, on leur dit qu'il est sourd, et puis le discours médical consiste à dire on va le soigner, la surdité va disparaître. Donc, ils sont très réceptifs à ça. Ils sont très contents de ça. Et malheureusement, ils partent dans cette logique-là où on dénie complètement la surdité. On fait comme si l'enfant n'était pas sourd, s'il allait un jour ne plus l'être. Sandrine, tu viens manger? Sandrine? Tu viens, Sandrine? Tu viens?
Allez, fini. Tu resteras là jusqu'à ce que tu aies terminé. Tu m'entends, Sandrine? Maman n'est pas contente. Allez, fini. Tu termines toute ton assiette. Il se trouve dans notre pays que ceux qui s'occupent précocement de ces questions-là d'annonce, de diagnostic, sont extrêmement orientés, de par leur formation, n'est-ce pas, par une idéalisation du sonore, et qu'ils ne conçoivent la parole et le langage que sur le seul vecteur sonore, si bien que pour eux, la plupart du temps, bien entendu, être atteint de surdité, c'est être véritablement handicapé du langage et de la parole. C'est être quelque part malade, en quelque sorte, de ne pas pouvoir parler. Et bien ceci est bien sûr complètement abusif et tout à fait partial, puisque un petit gamin, un petit enfant est parfaitement à même de prendre parole au travers de la gestuelle, et que il se construit avec la relation, dans la relation avec son entourage, un certain nombre de réseaux langagiers dès lors qu'on lui en donne la possibilité. Donc, si vous voulez, d'une part, on n'est pas habilité à concevoir que les sourds sont des malades de la parole, pour la bonne et simple raison que la parole n'est pas dépendante du seul vecteur sonore. Vous allez dessiner un parallélépipède rectangle et vous allez écrire le nom de chaque sommet, comme au tableau. Attention, il y a un sommet caché, on va l'appeler H. Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Réfléchissez bien. Quand vous aurez fini de dessiner, vous allez répondre à la première question. Quelle est la forme des faces ? Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Maîtresse, le BA, c'est à combien de carreaux? Ta règle et ton écart te suffisent, Sophie.
Voilà. Ça va? Ça fait pas mal? Tu m'entends, Sandrine? L'approche de la surdité de l'enfant vue comme un manque, à partir du diagnostic et de la représentation plutôt en creux et en négatif de ce que peut être la surdité, entraîne forcément l'idée d'un projet, alors ça peut être à l'école, en famille, dans la société, qui soit un projet à encourager la réhabilitation ou le rapprochement de la norme, entendre et parler. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des siècles, sur lequel certaines s'obstinent pour X raisons. C'est peut-être, il y a peut-être des motivations très profondes de l'ordre du religieux pendant une période. Il y a des motivations en termes de socialisation. Il y a des motivations proprement pédagogiques en termes de l'écriture est proche et phonologique. La phonologie va être un outil pour l'écriture. Et puis mon enfant sera comme les autres. Il y a quelque chose de l'ordre du regard de la société. Cette dynamique-là qui se met en place, bien entendu, va être offerte aux parents, on va leur offrir en quelque sorte ce traitement par le son, et ils vont souvent, certains vont parvenir à relativiser ceci, mais enfin, souvent certains vont penser très tôt que c'est vers ça qu'il faut aller, et du coup, tout ce qui va être proposé ensuite comme formule intégrative, individuelle, dans des milieux où n'existent pas les langues signées, vont être préférés par les parents. Non pas parce qu'ils ont, comme on dit, choisi, mais souvent parce que, en quelque sorte, la manière dont leur a été présentée la surdité, dont leur a été présentée la parole, dont leur a été présentée la langue des signes, eh bien, d'une certaine manière, ce qu'ils ont retenu, c'est que, en fait, pour parler, il fallait surtout ne pas signer. Entrez, allez-y. Là. Est-ce que tu es d'accord, Maëlys? Ta. Un. Ra. Ti. Oui, il. Très bien. Bravo, Noémie. Aïba. Aïba. Allez, Aïba. Poésie. Aïba. L'automne. On voit tout le temps, on entend quelque chose qui vous étonne. C'est une branche tout à coup qui s'enfuit dans votre cou. Le lame tout rouge. Un d'une autre couleur encore.
Bravo, Iba. Bravo. Qui s'effeuille dans votre cou. C'est un petit arbre tout rouge. Bravo. Qui? Milo. Qu'est-ce qu'il fait, Milo? Milo est tape. Oh bah, c'est marqué Milo tape. Non. Milo. Lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Milo lit. Ça veut dire quoi? C'est quel verbe? Lire. Oui. Lire. Lire. Alors qu'est-ce qu'il fait, Milo? Milo. Il dort. Il dort? Mais non, tu m'as dit. Lire. Milo. Il lire. Il lit. Voilà. Alors, on a écrit bien gros. Il y en a qui écrivent encore un petit peu petit, hein, je voudrais un petit peu plus gros. Bah alors, Gériline, t'es fatiguée ce matin. Tu as bien regardé? Non. Baissez les ardoises, on va corriger. La réponse, c'était bien 34. Regarde. Voilà. Là. D'accord, Gériline? Hein? Attention, regarde bien la ligne et la colonne. Voilà. Une autre. Vous êtes prêts? Alors, je veux juste vérifier, sans écrire, juste en levant le doigt. Quel est le nombre qui va être ici? Martin. 39. Celui qui va être ici. 59. Celui qui va être avant celui-là. 52. Celui qui est après celui-là. Oui, Gériline. 44. Très bien. Celui qui est après... Qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu? Je dis, maman, je veux un manège. Et ta maman... Maman, vas-y, recommence. Maman... Toi, qu'est-ce que tu dis, toi, maman? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit, là, Gériline? Qui? Toi, tu vas au manège. Qu'est-ce que tu dis quand tu es sur le manège? Qu'est-ce que tu dis? Alors? Maman ne veut pas que la petite fille fasse des bêtises. Maman ne veut pas que la petite fille fasse des bêtises. D'accord, mais toi, quand tu es sur le manège, qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je peux aller au manège? Est-ce que je peux aller au manège? Maman te dit oui, vas-y. Qu'est-ce qu'elle dit, maman, alors? Non. Maman,
a dit non. Après, tu vas au manège. Non. Mais Alors. maintenant, on va en glace. Bah dis donc, tu as de la chance, hein. On va l'écrire en copie après. Alors, on va retourner s'asseoir. Regarde. Et je vous dis bravo. Bravo, bravo. Oui. On y va, Doudou? Tu vois, là je suis contente, je suis fière de toi. C'est ça qu'il faut que tu m'emmènes aussi pour le français. Et pour le reste, hein. Que des très bien, moi je veux, hein. Tu le sais, hein. D'abord, qu'est-ce que je t'ai dit? Cette année, il faut que tu sois la première, hein. Et rien d'autre. Sera peut-être c'est deux. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Non, non, c'est sûr. Cette année, tu passes en CE2, c'est sûr. C'est pas sûr. Non, non, moi je dis c'est sûr. T'as intérêt à passer en CE2, Géréline. Je t'ai dit, l'année dernière, il y a eu des conséquences, mais cette année, faut pas que tu redoubles, hein. C'est l'après de l'annonce, on va dire que ça a été plus dur pour moi. Quand j'étais avec ma fille, bon, le seul truc que je lui demandais, c'était pardon. Voilà, c'est la seule chose que je pouvais lui dire, c'était pardon. Pardon qu'elle soit sourde, pardon de lui avoir donné cette malformation. C'était ma seule faute, en fin de compte. Je la voyais comme une faute. On est beaucoup plus entendant qu'autre chose. Donc la parole, d'abord l'outil même pour pouvoir arriver dans une activité professionnelle assez intéressante d'une certaine façon. Je pense que plus elle sera dans la parole, plus elle travaillera là-dessus, plus la communication avec les autres personnes, les autres gens ira plus facilement. Je sais pas, après, après c'est une vision des choses. Moi, c'est peut-être le fait aussi, après, on est qu'une femme, son entourage est entendant, donc j'ai pas de... C'est la seule solution au jour d'aujourd'hui.
Pour l'instant, on travaille sur le texte. Le dessin, on verra après. Maintenant, je veux le texte. Donc, vous réfléchissez. Vous avez ici des petites choses qu'on a retrouvées ce matin en y réfléchissant ensemble. Et vous écrivez. À mon avis, Do et Diego, vous n'êtes pas bien vraiment placés pour pouvoir travailler ensemble. Chut, Maëlie, si vous vous chamaillez, vous changez de place, les filles. On s'est baladé. L'agneau et le porcelet, le lapin. Au revoir. Ça marche pas. C'est un peu comme ça. Allez, on y va. Je compte mes billes en tout. Ça fait combien? 6 et 4, Emma. J'ai contre eux. Allez, Emma, on compte. Je compte mes billes. 6 plus 4. Alexis. Regarde. Je compte d'abord mes billes. 6 plus 4, ça fait... Alors, on est d'accord? 45, 4 boîtes, 5 billes, plus 28, 2 boîtes et 8 billes. Alors, 5 et 8, comment je vais faire pour calculer? 5 et 8, ça fait combien? Gauthier, j'en fais quoi de mes 5? 5 et 5? Non, c'est une nouvelle boîte, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai comme boîte maintenant? 1, 2 et 3. 3, 2 et 3, ça fait? D'accord. Ça y est, tout le monde a corrigé là les CP?
Le bilinguisme, c'est la capacité offerte à un individu sourd de se révéler à travers une première langue qui correspond cognitivement à ses processus d'appréhension du monde. Il est visuel. Enfin, c'est aussi l'occasion de faire l'aller-retour entre deux langues, de passer d'une culture à l'autre, de prendre du recul sur lui-même, de pouvoir accéder à ce qui participe de la culture générale de l'école, de la société, des familles, à travers le livre, à travers l'écrit. Et là, on voit tout d'un coup se révéler une capacité pour les enfants sourds, évidemment, pour les enfants entendants de parents sourds, et je dirais même pour un certain nombre d'enfants entendants. On voit dans les écoles, là où se pratique une immersion bilingue, on voit énormément d'enfants entendants qui ont envie et qui très vite apprennent la langue des signes. Parce qu'elle est, si on fouille un peu, elle est quand même un résidu de notre histoire humaine. D'un point de vue anthropologique, on est dans le geste humain. Tu fais du cheval? Ouais. Mais j'ai pas de petit gâteau là, mon chou. Attends, je vais te donner des sous. On va voir si tu peux t'acheter quelque chose avec ça. La société montre les gens sourds comme des handicapés. Et moi, je ne ressens pas la surdité comme un handicap. Et ça me gêne. Qu'on me plaigne. Bah, ma pauvre, ton fils il est sourd. Ben non, je suis pas pauvre, mon fils il va très bien. Il a juste une petite différence. Et il y en a qui portent des lunettes, qui ont des problèmes de vue. Ben, lui, il a des problèmes d'audition et il a sa langue, il va très bien. Et voilà, enfin, c'est ça qui me gêne. Moi, je ne concevais pas d'élever mon enfant sans une communication directe, rapide, comme avec mon autre enfant. Et la langue des signes, c'était... voilà, c'est sa langue, c'est une langue, c'est plus facile que de l'obliger à parler. Et qu'il n'entend peut-être pas tout ce que je dis et qu'on ne communique pas correctement et avec des malentendus. Et Paul, il ne se sent pas handicapé. Mais moi, j'appréhende le jour où il va prendre conscience que pour la société, il est handicapé.
Ce que je vous propose aujourd'hui, pour vous, c'est une filière professionnelle. Filière professionnelle, d'accord? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je veux être l'ingénieur de la vie. Je veux être l'ingénieur de la vie. Aéronautique, oui, il faut être bon en maths et en physique. T'es bon en maths? Je suis très bon en maths. Mais c'est dur pour les sourds, hein? C'est dur pour les sourds. Sandrine, Mathilde, au lieu de bavarder, vous pourriez me dire ce que vous voulez faire? Comédienne. Je veux faire du théâtre. Tu veux faire du théâtre, mais il faut parler. Il faut parler pour faire le théâtre. C'est difficile. Ça se fait qu'il ne souffre pas d'imprécision. Quand on est imprécis, on l'a vu hier, ça ne marche pas bien, quoi. Parce que aussi, entre la langue des signes et la parole, il faut qu'il y ait des moments où ce soit en même temps et des moments où ça s'écarte. Oui, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. À l'intérieur, il y a des rendez-vous qui tombent pile en même temps. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet au spectateur, lui, de se repérer dans la langue des signes. C'est-à-dire que la propre langue parlée, la langue orale, sert pratiquement pour un spectateur entendant de véhicule pour dire « Ah, mais ça veut dire ça !» Ils le disent comme ça. « Ah bon, ils le vivent comme ça, eux, alors que les autres le vivent différemment. » Vous voyez ? Et c'est très important d'avoir cette différence parce que tout Nathalie Sarraute est là aussi. Et tu veux que l'on travaille... Oui, bon, ouais, on verra. Non, de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que tu veux qu'on travaille d'abord la première partie avant l'arrivée des voisins. Oui, c'est important, oui. Faut pas trop calculer non plus, sinon on surveille, ça constipe le jeu après. Hein, d'accord? Donc ça va, sentez-vous. Profitons de ces répétitions pour redonner un peu de liberté quand même.
ça qu'avec moi tu as pris des précautions. Rien de voyant. Rien de clair. On peut me comprendre? Rond pour un oui ou pour un non? Tu te rends compte? Maintenant, ça me revient. Ça doit se savoir. Je l'avais déjà entendu dire. On m'avait dit de toi. Vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il paraît très amical, affectueux, et puis paf! Pour un oui ou pour un non, on ne le revoit plus. J'étais indigné. J'ai essayé de te défendre. Et voilà que maintenant, avec moi, vraiment c'est le cas de le dire, pour un oui ou pour un non, parce que j'ai dit, c'est bien ça. Oh, pardon. Je ne l'ai pas prononcé comme il fallait. Tout à fait ainsi. Avec cet accent qui semble bien cet étirement. Oui, je t'entends. Je te revois. C'est bien ça. Je n'ai rien dit. Et je ne pourrai jamais rien dire. Mais si, voyons. Dis-le.
Allez, applaudissez, applaudissez. Que tout le monde lève les mains. Alors je voulais vous dire que déjà, nous sommes simplement à Paris, mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent d'autres lieux. Les JMS se passent dans le monde entier. Reprenez avec nous tous ensemble les signes de la chanson de la JMS, Journée mondiale des sourds. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Sentez les vibrations et changeons. Enivrons-nous toute la journée, toute la nuit durant. Allez, venez. La Fédération mondiale des sourds a été la première à lancer la Journée mondiale des sourds en 1958. La journée a été modifiée plus tard en semaine, la Semaine mondiale des sourds. Elle se tient annuellement la dernière semaine du mois de septembre. Et la semaine culmine le dimanche avec la Journée internationale des sourds. Aujourd'hui, la FMS est reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme une association internationale non gouvernementale qui représente approximativement 70 millions de sourds dans le monde entier. La mission de la FMS est de promouvoir les droits humains de la communauté sourde, droit à la langue des signes, à l'éducation, à l'information. Si vous voulez y aller, allez-y. Tout doucement, doucement. Allez. Et surtout, tu lui dis bien que quand il ne faut pas qu'elle souffle. Hein. C'est très bien. Allez-y encore. Non. Très bien. Très bien. Soufflez.